Lors du mois d'octobre 1956, alors que la guerre froide atteignait sa première frontière glacée, un C-124 Globemaster de l'armée de l'air des États-Unis décolla de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, à destination du détroit de McMurdo, en Antarctique. Le vol couvrait environ 2400 milles au-dessus de l'océan le plus impitoyable de la planète. Les pilotes l'appelaient l'opération Deep Freeze, car la destination ne disposait d'aucun aéroport de déroutement, d'aucun moyen de sauvetage et de température capable de tuer un humain non protégé en quelques minutes. L'appareil avait été allégé de tout poids non essentiel. Les calculs de carburant ne laissaient presque aucune marge d'erreur. Une seule erreur de navigation signifiait un amérissage dans une mer où la survie se mesurait en secondes. Durant près de 7 décennies depuis lors, la liaison entre l'Amérique du Nord et l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande a été régie par une douloureuse réalité géographique. Christchurch se trouve à environ 7000 milles de la Californie, isolée tout au fond du Pacifique. Auckland l'a toujours emporté. Puis, le 8 décembre 2023, United Airlines a fait quelque chose qu'aucun transporteur américain n'avait jamais fait auparavant. United a lancé un service saisonnier direct en Boeing 787-8 Dreamliner reliant San Francisco à Christchurch, couvrant 6966 milles en environ 13 heures avec un programme prévu de 3 vols hebdomadaires. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Christchurch compte une population métropolitaine de seulement 556 000 habitants. 556 000 personnes ne rempliront pas un Dreamliner 3 fois par semaine. 556 000 personnes ne généreront pas les rendements premium nécessaires à la rentabilité transpacifique. 556 000 personnes ne justifieront pas une route qui contourne entièrement la porte d'entrée traditionnelle d'Auckland. Pourtant, chaque grand transporteur du Pacifique regarde cette route avec un intense intérêt stratégique. Un seul 787-8 opérant selon un programme saisonnier est en train, d'une certaine manière, de redéfinir la façon dont toute une région envisage la connectivité transpacifique. Mais alors, comment une seule route saisonnière, desservant une ville d'un peu plus d'un demi-million d'habitants, peut-elle menacer un ordre aérien qui est établi depuis 70 ans ? Pour comprendre pourquoi United mise sur une capacité gros porteur à Christchurch, il faut comprendre pourquoi cette route a été considérée comme commercialement impossible pendant si longtemps. Christchurch se situe à environ 6900 miles de San Francisco. Auckland, en revanche, se trouve à environ 6500 miles et concentre toute l'infrastructure de la porte d'entrée internationale de la Nouvelle-Zélande. Durant des décennies, atteindre l'île du Sud depuis l'Amérique du Nord signifiait voler d'abord vers Auckland, puis prendre une correspondance sur un vol intérieur vers le sud. La physique de l'économie long courrier était impitoyable. Les avions capables de franchir près de 7000 miles avaient besoin de charges passagers substantielles pour justifier la route. Les marchés capables de remplir ces appareils devaient soutenir à la fois la demande loisirs et affaires tout au long de l'année. Christchurch ne pouvait faire ni l'un ni l'autre seul. Les compagnies aériennes se sont adaptées en concentrant leurs capacités à Auckland. Air New Zealand a bâti son réseau long courrier via l'aéroport international d'Auckland. Qantas a canalisé le trafic en correspondance via Auckland et Sydney. Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific et LATAM ont toutes choisi Auckland comme point d'ancrage néo-zélandais. Pour tout transporteur lorgnant directement l'île du Sud, cela a créé un problème existentiel. La correspondance à Auckland rajoutait environ 2h15 de temps d'escale. Pourtant, malgré ce frottement, les calculs favorisaient toujours le hub. La preuve historique était brutale. Air New Zealand elle-même faisait l'exploitation autrefois d'une liaison Christchurch-Los Angeles, volant 2 fois par semaine jusqu'au début des années 2000. La compagnie a abandonné la route en 2006. Si la compagnie aérienne nationale de Nouvelle-Zélande ne pouvait pas maintenir une liaison directe entre l'île du Sud et l'Amérique du Nord, personne ne le pouvait. Puis, en 2019, American Airlines a annoncé qu'elle tenterait cette route. American s'est associé à Qantas dans le cadre de leur accord commercial conjoint nouvellement approuvé et a dévoilé des projets de services saisonniers entre Los Angeles et Christchurch utilisant le Boeing 787-8, dont le lancement était prévu en octobre 2020. La pandémie l'a tué avant même que le premier vol ne décolle. Les frontières se sont fermées et American Airlines a discrètement abandonné l'île du Sud. La sagesse conventionnelle s'est réaffirmée. Christchurch était tout simplement trop petite, trop éloignée, trop saisonnière.
Puis, en avril 2023, United Airlines a annoncé ce que ses dirigeants ont qualifié de plus grande expansion dans le Pacifique Sud de l'histoire de l'aviation. Le plan prévoyait une augmentation de 40% de la capacité vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de nouveaux vols entre Los Angeles et Auckland ainsi que Brisbane, et, la surprise phare, une liaison saisonnière directe entre San Francisco et Christchurch lancée en décembre. Le vol inaugural UA730 a décollé de San Francisco à destination de Christchurch le 8 décembre 2023. United a initialement exploité la ligne avec le Boeing 787-9. Configuré avec seulement 257 sièges. L'aménagement de la cabine était délibérément orienté vers le haut de gamme. 48 sièges lits en classe affaires Polaris, 21 sièges Premium Plus et 188 sièges en classe économique. United a ensuite déployé ses 787-8, configurés avec 243 sièges, dont 28 sièges en classe affaires Polaris sur cette route. Les résultats lors de cette première saison ont dépassé toutes les projections internes. Mais voilà. Ces chiffres touristiques à eux seuls n'expliquent pas l'équation économique. Le voyage de loisirs haut de gamme est une réalité, mais il ne suffit pas à remplir un Dreamliner de 243 sièges 3 fois par semaine sur une traversée océanique de 14 heures. Le marché local origine-destination de Christchurch est resté à peu près de la même taille qu'il a toujours été, trop modeste pour soutenir à lui seul un service en gros porteur. United avait besoin d'autre chose. Il leur fallait des sources de revenus que l'analyse conventionnelle avait totalement ignorées. Ce que United a identifié représente l'une des architectures de revenus les plus inhabituelles de l'aviation moderne. Le premier pilier caché, c'est le programme antarctique des États-Unis. Christchurch sert de l'une des portes d'entrée mondiale vers l'Antarctique depuis 1955, lorsque l'opération Deep Freeze a établi la ville comme le point de transit le plus méridional pour les opérations scientifiques des USA sur la glace. Chaque année, le programme achemine plus de 3000 employés, scientifiques, chercheurs, techniciens et militaires via Christchurch en route vers la station McMurdo et le pôle Sud. Ces voyageurs ne sont évidemment pas des touristes occasionnels. Leur transport est contracté, financé par la National Science Foundation par l'intermédiaire d'entrepreneurs principaux. Chaque vol est payé aux tarifs commerciaux avec un volume de réservation garanti pendant la fenêtre de déploiement de l'été austral. C'est le type de rendement premium garanti qui transforme l'économie d'une route. Une route de loisirs standard dépend de la stimulation d'une demande versatile par la concurrence des prix. Un pipeline de recherche gouvernementale réserve des sièges à des tarifs d'entreprise avec un volume prévisible à chaque saison. La fenêtre de déploiement s'aligne presque parfaitement sur le calendrier d'exploitation de United de décembre à mars. Une fois que le personnel antarctique arrive à Christchurch, il est transféré vers des avions militaires pour la traversée finale jusqu'à la glace. Cette chaîne logistique surréaliste fonctionne depuis près de 70 ans. United s'est simplement intégré dans un pipeline de transport déjà existant en captant la portion long courrier qui nécessitait auparavant des correspondances par Auckland ou Sydney. Le deuxième pilier invisible est le fret. Le Boeing 787-8 offre une capacité de fret en soute considérable et United a agressivement monétisé cet espace sur la liaison de Christchurch. Avant l'existence du service SFO-CHC, les exportateurs agricoles de l'île du Sud étaient confrontés à un problème logistique brutal. Les denrées périssables de grande valeur, le kiwi frais, l'agneau et le bœuf haut de gamme, les fruits de mer et les produits spécialisés devaient tous être transportés par camion sur des centaines de kilomètres vers le nord jusqu'à Auckland pour accéder aux vols internationaux en gros porteurs. Chaque heure de transit routier dégradait la fraîcheur et augmentait les coûts. Le service direct depuis San Francisco a entièrement éliminé ce goulot d'étranglement. Les exportateurs de l'île du Sud peuvent désormais charger leurs produits dans un 787-8 à Christchurch et les voir arriver sur les marchés de détail californiens en environ 24 heures. Patrick Quayle, vice-président senior de la planification du réseau mondial et des alliances chez United, a été explicite sur les calculs liés au fret. Quayle a déclaré que United n'exploiterait jamais un vol uniquement pour le fret, mais que les revenus du fret sur la liaison de Christchurch font office, selon ses propres mots, de cerise sur le gâteau qui soutient l'exploitation passager pendant la phase de développement de la ligne.
Le maire de Christchurch, Phil Mauger, a saisi directement l'impact local. Mauger a noté qu'avec l'arrivée d'une capacité supplémentaire en gros porteurs à Christchurch, le fret qui devait auparavant être acheminé par camion jusqu'à Auckland pouvait désormais être expédié directement, épargnant aux exportateurs des tracas logistiques considérables. Cette couche de fret modifie fondamentalement le calcul du seuil de rentabilité. Une exploitation uniquement passager doit remplir les cabines haut de gamme pour justifier la consommation de carburant. Une exploitation passager plus fret génère un double revenu sur chaque vol, les revenus du fret compensant la volatilité du rendement passager. Le troisième pilier invisible, c'est le trafic des bateaux de croisière. En 2011, des tremblements de terre dévastateurs ont gravement endommagé les quais de la Lyttelton Port Company près de Christchurch, mettant fin aux opérations des grands navires de croisière pendant près d'une décennie. Les méga-navires ont été contraints de se dérouter vers le plus petit port d'Akaora, réduisant complètement les flux de tourisme de croisière haut de gamme. Puis, ces dernières années, Lyttelton a achevé un quai de croisière construit sur mesure de 148 mètres pour 67 millions de dollars, capable d'accueillir des navires de classe Oasis transportant plus de 6000 passagers. Lors de la première saison complète post-pandémie, Lyttelton a accueilli 79 navires de croisière transportant 120 000 passagers. Les itinéraires de croisière dépendent de l'aviation d'apport. Les voyageurs nord-américains haut de gamme qui réservent des croisières de luxe à travers le Pacifique Sud et la mer de Tasman ont besoin d'une connectivité efficace avant et après la croisière. Des navires comme le Celebrity Eclipse, l'Ovation of the Seas et le Disney Wonder passent tous par Lyttelton pendant l'été austral. Voler directement à Christchurch élimine la correspondance par Auckland qui rendait auparavant l'embarquement pour les croisières de l'île du Sud logistiquement pénible. Pour les compagnies de croisière, le service United est devenu un atout marketing. Pour United, les passagers de croisière sont devenus des blocs garantis de trafic de loisirs haut de gamme, précisément durant la fenêtre de décembre à mars pendant laquelle la ligne est exploitée. Sous ces trois piliers de revenus se trouve un quatrième élément structurel que les non-initiés de l'aviation apprécient rarement. La ligne de United ne fonctionnerait pas sans la coentreprise avec Air New Zealand, fondée en 2002 et renforcée par des expansions ultérieures. Le partenariat va bien au-delà d'un simple partage de code. United et Air New Zealand coordonnent la tarification, les horaires et la capacité sur l'ensemble du marché transpacifique. La demande locale de Christchurch ne peut à elle seule remplir un 787-8 3 fois par semaine, c'est pourquoi United s'appuie sur le trafic de correspondance dans les deux sens. Grâce à la coentreprise, les passagers qui arrivent à Christchurch bénéficient d'un accès fluide au réseau intérieur d'Air New Zealand, avec des correspondances en aval. Inversement, le hub de United à San Francisco agrège le trafic en provenance de toute l'Amérique du Nord, canalisant les passagers des villes secondaires vers le vol en gros porteur. Vous voyez, la ligne de Christchurch n'est pas vraiment le pari d'une seule compagnie aérienne. C'est un coup stratégique de la Star Alliance qui capte des revenus dans l'ensemble de l'écosystème de l'île du Sud, écartant l'alliance One World concurrente d'American et Qantas de la même opportunité. L'importance de la liaison Christchurch de United réside dans ce qu'un seul avion saisonnier peut faire à la logique aérienne d'une région entière fondée sur les hubs. L'aéroport d'Auckland gère l'écrasante majorité du trafic international de la Nouvelle-Zélande. Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, LATAM et Delta opèrent toutes via Auckland. Les infrastructures et les opérations au sol désignent tout Auckland comme la porte d'entrée incontournable. Mais Auckland présente une faiblesse structurelle que la logique des hubs ignore complètement. Les terminaux internationaux et domestiques sont physiquement séparés, ce qui oblige les passagers en correspondance soit à marcher 950 mètres le long d'un cheminement extérieur exposé qui est appelé la Green Line, soit à attendre une navette qui circule toutes les 15 minutes. Pour un passager se rendant à Queenstown pour des vacances au ski ou à Christchurch pour embarquer sur une croisière, la correspondance à Auckland est véritablement pénible. Les 10 à 15 minutes de marche sous la pluie ou le vent, le nouveau contrôle de sécurité, la pression du temps, cet ensemble dégrade l'expérience de voyage haut de gamme. L'aéroport de Christchurch, en revanche, fonctionne comme un terminal unique intégré. Les arrivées internationales rejoignent les vols domestiques sous un même toit, sans transit extérieur ni changement de terminal. Les mathématiques de la préférence des passagers haut de gamme s'inversent soudainement. Pour les voyageurs déboursant des milliers de dollars, la correspondance fluide dans le terminal unique de Christchurch devient un véritable facteur de différenciation du produit.
Considérons la mathématique opérationnelle. Une seule rotation SFO-CHC consomme environ 36 à 40 heures d'utilisation de l'avion par aller-retour, selon la manière dont on comptabilise le repos de l'équipage et le temps de rotation au sol. 3 vols hebdomadaires nécessitent une capacité dédiée de 787-8 qui pourrait autrement desservir des routes opérées toute l'année. Cela semble irrationnel. Les compagnies aériennes optimisent généralement l'utilisation. Plus de vols signifie plus de revenus. Mais la logique de United concernant Christchurch est stratégique plutôt que purement opérationnelle. La route ne cherche pas à remplacer Auckland ni à concurrencer frontalement le produit grand public d'Air New Zealand. Air New Zealand continuera de transporter des millions de passagers via Auckland. Qantas continuera de dominer les correspondances australiennes. Ce que fait United, c'est créer une nouvelle couche premium au-dessus des options existantes. Pour les voyageurs d'agrément américains fortunés, les chercheurs antarctiques sous contrat gouvernemental et les passagers de croisières de luxe, United exploite quelque chose qu'aucun concurrent ne peut égaler. Un départ unique depuis San Francisco, une arrivée unique à Christchurch, pas de correspondance à Auckland, pas de trajet entre terminaux et pas de transfert domestique. La saisonnalité est délibérée. En n'opérant que de décembre à mars, United capte simultanément la demande de pointe du tourisme, de la saison des croisières et du déploiement antarctique, tout en évitant les mois creux intermédiaires qui ont fait échouer la précédente tentative d'Air New Zealand. Une capacité limitée durant la demande de pointe crée un pouvoir de tarification par la rareté. Le passager qui paie pour le service Christchurch de United n'achète pas seulement un transport. Il achète du temps, une fluidité et l'accès à des expériences de l'île du Sud que la route via Auckland rend progressivement plus difficile. La plupart des transporteurs ne peuvent pas reproduire immédiatement la position de United à Christchurch. La coentreprise avec Air New Zealand est exclusive dans le cadre de la Star Alliance, ce qui empêche American et Qantas de conclure des accords d'apport de trafic similaires. La location des appareils représente un autre obstacle. United exploite environ 10 départs en gros porteurs depuis Christchurch durant le mois de lancement. Les transporteurs concurrents devraient réaffecter des 787 ou A350 depuis des liaisons rentables existantes pour tenter d'offrir le même service. Le positionnement géographique compte également. Emirates ne peut pas relier Dubaï à Christchurch sans escale et présenter cela comme une amélioration. Tout l'intérêt de Dubaï réside dans son positionnement pratique entre les continents. La proposition de valeur du vol sans escale fonctionne le mieux depuis des marchés d'origine comme la Californie, avec un alignement direct sur la trajectoire orthodromique vers l'île du Sud. Pourtant, chaque transporteur du Pacifique doit tenir compte de ce que United est en train de démontrer. L'hypothèse selon laquelle le trafic vers l'île du Sud nécessite un transit par Auckland n'est plus absolue. Auckland a bâti son positionnement haut de gamme sur son statut de porte d'entrée incontournable de la Nouvelle-Zélande. Ce caractère incontournable l'est moins lorsque les avions peuvent contourner Auckland entièrement. En 1956, ce premier C-124 Globemaster a volé de Christchurch à McMurdo parce qu'il n'existait aucune alternative. L'ambition scientifique américaine voulait une porte d'entrée vers l'Antarctique et Christchurch, c'était le seul choix logique. Cette route relevait de la nécessité, non de l'innovation. Près de 70 ans plus tard, le service de United entre San Francisco et Christchurch représente exactement l'inverse. Non pas un compromis imposé par la géopolitique de la guerre froide, mais un choix commercial délibéré visant à bâtir quelque chose qui n'existait pas. Prouver que la géographie de l'île du Sud ne nécessite plus le détour par Auckland. Lorsque les passagers embarquent à bord du vol UA730 depuis San Francisco durant l'été austral, ils accomplissent un voyage qui a nécessité 7 décennies d'évolution aéronautique pour devenir commercialement viable. Un seul appareil, 3 vols hebdomadaires, une unique fenêtre saisonnière est la preuve que les changements les plus significatifs dans l'aviation régionale ne requièrent ni expansion de flotte ni nouveau hub. Parfois, ils exigent d'identifier les sources de revenus invisibles que tous les autres négligent. Parfois, ils exigent de bâtir des co-entreprises qui transforment les concurrents en partenaires. Parfois, ils exigent la volonté de parier qu'une ville de 556 000 habitants peut compter davantage qu'une ville de 1,7 million lorsqu'on comprend ce que ces passagers achètent réellement. La question n'est pas de savoir si une seule route saisonnière peut transformer l'aviation transpacifique. La question, c'est de savoir si le reste de l'industrie y prête véritablement attention.